Mon père, en effet, avait beaucoup de soucis pour faire vivre sa famille. Je n'outrepasse pas la vérité en disant que la seule utilité visible de ma scolarisation était mon absence prolongée de la maison, qui réduisait la quantité de figues et de couscous que je mangeais. Je me souviens bien, à ce propos, des plaintes de ma mère pendant les grandes vacances et de son impatience à voir la fin des longs congés. Il lui fallait à elle beaucoup d'astuces et à mon père beaucoup de sueur pour joindre les deux bouts. Les fils de Shaaban n'avaient pas un grand héritage et guère de capital. Lorsque nous vivions en commun, ils travaillaient ferme du commencement de l'année à sa fin. Ils réussissaient à sauver les apparences et à faire croire qu'ils étaient dans l'aisance. Ma grand-mère menait la maison avec une grande sûreté et se faisait obéir. Elle mourut subitement, l'année même où j'entrais à l'école. Je savais à peine ce que c'était que mourir. Elle fut pleurée médiocrement par ses deux belles-filles, qui pensaient ainsi être plus libres. Ses enfants l'enterrèrent du mieux qu'ils purent. Elle fut veillée toute la nuit par une trentaine de vieux canouis qui plasmodièrent jusqu'au matin toutes sortes de chants religieux. On égorgea un mouton et on servit du couscous aux pauvres de tout le village. Une douzaine de marabouts l'accompagnèrent au cimetière. Toute la pompe y était. Les vieux et les vieilles étaient presque jaloux de cet apparat et souhaitaient ouvertement que leurs enfants les expédiassent de la sorte dans l'éternité. Ce qui faisait plaisir à mes parents. D'autres disaient, à la louange de la morte, qu'elle était le vrai pilier de la maison. Je ne tardai pas à m'en apercevoir. Le soir même de l'enterrement, ma mère et Halima se disputèrent les dépouilles de ma grand-mère. J'en fus étonné, mais je remarquai que mon père et mon oncle acceptaient cette discussion. Ils y participèrent, chacun pour défendre sa femme. Quelques jours après, il fallut confier la direction de la maison à l'une des deux femmes. Il y eut deux postulantes. La cabale s'en mêla. Les voisines excitaient tour à tour ma mère ou ma tante. Les sœurs de l'une et de l'autre apportaient également leur appui et leurs conseils. Finalement, mon père, en frère docile, parce qu'il était le cadet, accorda par respect cette charge à ma tante. Ce beau geste fit plaisir à mon oncle, mais ne toucha pas sa femme. Ma mère ne se tint pas pour battue. Elle voulait le partage. Au reste, Halima ne désirait pas autre chose. Oh, cela ne traîna guère. Ma tante ne tarda pas à voler. Ma mère ne tarda pas à s'en apercevoir et à mettre mon père au courant. Lui-même ne tarda pas à la prendre la main dans le sac. Le sac, en l'occurrence, était une jarre dans laquelle nous renfermions la viande séchée de l'Aïd. Halima en tenait une grosse tranche dans sa main, et cette tranche était destinée à aller ailleurs que dans la marmite familiale. L'orage éclata. Il fut prouvé que tout le monde voulait intimement le partage et en avait assez de vivre en commun dans cette maison d'où était bannie la confiance. Il était donc bien vrai que ma grand-mère était le pilier de la communauté, puisque l'une a cessé d'exister presque en même temps que l'autre. Qu'avait-il à partager? Pas grand-chose. D'abord une habitation,
Mon oncle, auquel mon père, toujours par respect, laissa le choix, s'empara de la grande maison, avec sa soupente contenant d'énormes écouffanes et une multitude de jarres. Sous la soupente, on pouvait loger 2 bœufs, un âne et un mouton. Ma mère en pleura de dépit. Nous eûmes les 2 petites chambres qui lui faisaient face et que nous dûmes réunir en une petite pièce, aussi grande que la première. La cour fut partagée avec une corde. Il y eut de part et d'autre un espace assez long mais bien étroit. Ensuite on partagea un champ de figuier, puis un champ d'olivier, le plus équitablement possible, enlevant par-ci, ajoutant par-là, accordant un gros olivier ou un gros figuier, ci dans un lot, au propriétaire de l'autre lot, enchevêtrant les bornes, les plaçant, les arrachant, pendant une semaine. Enfin, on partagea aussi les ustensiles, les bêtes et les dettes. Durant toute cette semaine, les épouses étaient affairées. La joie se lisait sur leurs visages. Elles recevaient de continuelles visites. Les voisines se succédaient chez elles pour leur souhaiter un heureux foyer. « Fatma, disait-elle à ma mère, sois contente, tu as ta maison bien à toi, tu peux supporter toutes les misères, tu peux manger de la terre. Va, ta mère était une sainte femme, qui ne t'a pas laissé de malédiction. Que Dieu te garde, ceux qui te sont chers, et me fasse bientôt venir chez toi pour me réjouir d'un événement heureux, répondait ma mère. Et les politesses allient leur train. Pendant ce temps, les 2 frères seuls restaient mélancoliques. Il leur semblait déjà sentir sur leurs épaules désunies le poids doublement accru de leurs charges. Ils pressentaient que l'avenir ne leur réservait rien de bon, qu'ils venaient de s'appauvrir et que chacun d'eux avait perdu la moitié de ses forces. Les premiers jours qui suivirent le partage, ils prirent plaisir à s'inviter. Mon oncle m'appelait à chacun de ses repas. Halima elle-même se surprenait à vouloir gâter Fouroulou. Maintenant que l'irréparable était consommé, on aurait dit que tous le regrettaient un peu. Mais ils ne le regrettaient que dans la mesure où c'était justement irréparable. Je te pardonne à la charge que tu mourras, dit Géronte à Scapin. Les invitations s'espacèrent, les anciens griefs reprirent le dessus, auxquels vinrent s'en ajouter d'autres provenant de notre voisinage au-dedans et au-dehors, sans compter les jalousies. Les 2 pères de famille avaient chacun fort à faire pour nourrir leur monde. S'ils ne se souhaitaient pas la misère réciproquement, ils étaient néanmoins incapables de s'entraider. Les mères, c'était autre chose. Étrangères l'une à l'autre, elles ne s'étaient jamais estimées. Elles ne tardèrent pas à devenir ennemies. Elles se mirent farouchement au travail, aidant le mari, dressant les enfants, tendant tous les efforts, affermissant toutes les volontés, vers un but suprême, montrer aux yeux de tous qu'on n'a rien perdu en partageant, qu'on est plus heureux qu'avant, surtout plus heureux que l'autre. Mon père, un rude fellah, débroussaillé, défriché sans cesse et planté. Au bout de quelques années, nos parcelles changèrent d'aspect. En plus de cela, il entretenait une paire de bœufs, un âne, une chèvre, 2 moutons. Les bœufs ne nous appartenaient pas. Un riche quelconque nous les confiait au printemps. Nous les engraissions et nous pouvions mettre en valeur nos propriétés. Vers le mois d'octobre, nous les vendions et il nous revenait le tiers du bénéfice. L'âne nous appartenait ainsi que les moutons et la chèvre.
Le premier nous rendait beaucoup de services. Il portait sur son dos le bois et le sac d'herbe du champ. Il y transportait le fumier. Il portait à la ville les charges de raisins ou de figues et rapportait de l'orge pour la famille. Ou pendant la saison des légumes, des piments et des courgettes, des pommes de terre que ma mère échangeait par platée avec les voisines contre des céréales. Les moutons étaient achetés tout petits. Ils grandissaient, devenaient gras, et à l'approche de l'Aïd, nous en vendions un qui rapportait généralement le capital engagé pour les deux. Et chaque année, mon père était fier d'égorger, sans avoir rien dépensé, nos moutons en l'honneur du prophète. En plus de son lait, la chèvre donnait assez régulièrement 1 ou 2 chevreaux que mon père vendait avec beaucoup de plaisir. Il nous arrivait aussi d'en manger un. Un prétexte pour le sacrifier venait très facilement. Ma mère avait 2 ou 3 maladies dont elle parlait souvent et qu'on ne voyait jamais. Et tout à fait par hasard, un derviche lui conseillait de tuer un chevreau qui avait précisément la couleur d'une autre. Si ce n'était pas ma mère, c'était alors mon père qui venait d'attraper une insolation. Or, tout le monde sait que cette maladie provient des genoux qui ne quittent le malade qu'après avoir vu couler le sang d'un chevreau de la couleur d'une autre. Le troisième gros personnage qui pouvait provoquer la mort du malheureux cabri était le fils unique. Quant aux sœurs, leurs genoux avaient tout au plus la hardiesse de demander des œufs. Mon père se faisait prier toute une semaine pour consentir à nous acheter, tous les 2 ou 3 mois, de la viande au marché. Mais il était toujours prêt à égorger le chevreau. Il ressemblait d'ailleurs en cela à la plupart des fellahs. La viande est une denrée très rare dans nos foyers. Ou plutôt non, le couscous est la seule nourriture des gens de chez nous. On ne peut en effet compter ni la louche de pois chiches ou de fèves qu'on met dans la marmite avec un rien de graisse et 3 litres d'eau pour faire bouillir, ni la cuillère d'huile qu'on ajoute à chaque repas, ni la poignée de figues qu'on grignote de temps en temps dans les intervalles. À part cela, on a la faculté de se verdir les gencives avec toutes les herbes mangeables que l'on rencontre aux champs. On est libre aussi de remplir le ventre à tous les ruisseaux limpides qui dégringolent des coteaux, et l'on peut, en guise de primeur, manger toutes les prunes, les pommes et les poires encore vertes que les dents peuvent supporter. Nous sommes des montagnards, des rudes montagnards, on nous le dit souvent. C'est peut-être une question d'hérédité, c'est sûrement une question de sélection naturelle. S'il naît un individu chétif, il ne peut pas supporter le régime. Il est vite éliminé. S'il naît un individu robuste, il vit, il résiste. Il sera peut-être chétif par la suite. Il s'adapte, c'est l'essentiel. Pour en venir au Morad, le père Ramdan réussissait avec beaucoup de vigilance à assurer à sa maisonnée le maigre couscous quotidien. Lorsque les travaux des champs étaient momentanément arrêtés, durant la période qui s'écoule par exemple entre la fenaison et la moisson, ou bien entre la moisson et le battage, il se faisait manœuvre et aidé comme journalier 2 maçons qui construisaient pour les riches. Quand on a bâti au village le premier moulin à huile avec presse hydraulique, puits et pompe, mon père y a travaillé 22 jours. Ces journées m'ont laissé aussi leurs souvenirs. Les travaux avaient débuté au mois de juin, je crois. Nous étions encore à l'école. Le chantier se trouvait juste en face de chez nous, à une centaine de mètres. Il y avait là en même temps que mon père, notre cousin Krassi, le père de Saïd, et Arab, le père d'Achour,
un autre camarade d'école. Dès le premier jour, à 11 heures, Saïd nous propose d'aller voir nos parents. Nous acquiesçons, Achour et moi. Nous avons compris à demi-mot ce que cela veut dire, Saïd. N'est-ce pas à 11 heures que le patron fait arrêter le travail pour le déjeuner? C'est un homme instruit qui se pique d'avoir copié certaines habitudes des Français. Il mange à heure fixe. Ses employés aussi. Nous tombons sur eux avec une louable exactitude au même moment que les plats. Nos pères respectifs sont vivement contrariés. Mais le patron est généreux. Il nous ordonne de nous asseoir et nous mangeons, la tête basse. Nous mangeons quand même. D'abord une bonne soupe avec des pommes de terre, et puis nous recevons chacun un gros morceau de galette levée, puis du couscous blanc de semoule avec de la viande. Devant de telles richesses, la joie prend le pas sur la honte du début. C'est la joie animale de nos estomacs vides. Dès que ceux-ci sont pleins, nous nous sauvons, le front ruisselant de sueur, sans remercier personne, en portant dans nos mains ce qui nous reste de viande et de galettes. Nous reprenons nos esprits un peu plus loin pour évaluer et comparer nos fortunes. Nous nous quittons après avoir félicité Saïd de sa bonne idée. À vrai dire, nos félicitations manquent de chaleur, et Saïd les accepte sans trop de conviction. Chacun des gourmands voit se dresser devant ses yeux l'image sévère et quelque peu attristée de son père. Que dira-t-il ce soir? Ainsi que je m'y attendais, mon père n'était pas content de moi. Il n'insista pas beaucoup pour ne pas me faire de peine, et se promit de m'apporter chaque soir la plus grande partie de ce qui lui reviendrait de ces fameux repas. J'étais sûre de moi en décidant de ne plus jamais aller le voir au chantier. Il a tenu sa promesse, et je n'ai pas tenu la mienne. Le lendemain à l'école, aucun des 3 conspirateurs ne voulut faire allusion à ce qui s'est passé la veille. Comment Saïd et Achour ont-ils revu leur père? Je n'ai pas osé le leur demander. Cependant, ils n'avaient pas l'habitude d'être gâtés. À 11 heures, nous nous sommes évités mutuellement et chacun s'est dépêché d'aller manger son couscous d'orge. C'est ce qu'il nous fallait faire tous les jours. C'est ce que nous aurions fait sûrement s'il n'y avait pas eu cette sacrée soupe aux pommes de terre. Son souvenir nous suivait sans cesse. Nous en avions à chaque instant le goût dans la bouche. Le reste du repas ne venait qu'après, pour prolonger notre rêverie. 2 jours après, pendant la récréation, Saïd, n'y tenant plus, m'accosta sans préambule et se mit à me parler de la soupe. Nos appréciations concordèrent. Nous fîmes venir l'eau à la bouche de nos auditeurs. Puisque c'était passé, nous pouvons bien en parler. Par exemple, ni lui ni moi n'avions le courage de faire des projets d'avenir. Lequel de nous deux se risquerait à proposer une 2e visite au chantier? J'étais gourmand, mais je crois bien sûr que Saïd l'était davantage. Avant de me voir, il était allé tâter le terrain du côté d'Achour. Ce dernier s'était montré peu enthousiaste, ayant peut-être un souvenir trop vif de la réprimande qui avait dû suivre notre première équipée. On ne pouvait pas compter sur lui. Avec moi, tous les espoirs étaient permis. Saïd me travailla pendant toute la récréation. À 11 heures, il se faufila jusqu'à moi dans la mêlée d'élèves et ne me quitta pas d'une semelle. Nous arrivons au carrefour. Je m'arrête. Instinctivement, je regarde du côté du pressoir. Saïd a déjà fait le même geste que moi. Il tourne la tête, nos regards se rencontrent, se comprennent. Il me prend la main
et nous courons comme des fous vers les ouvriers. Nous ne reprenons conscience qu'à 10 mètres du chantier. Terrifiés par notre audace, nous essayons de nous cacher derrière une meule de paille. Trop tard, ils nous ont vus. Le père Cassie nous interpelle avec colère et nous crie de faire demi-tour. Saïd part comme une flèche en direction de la maison. Mon père quitte son travail, se dirige calmement vers moi, me dit de ne pas bouger. Je reste planté là, plein de honte. Il me rejoint, me pose sa grosse main, toute sale de mortier, sur la tête et me dit « Laisse-le partir. Va à côté du père Cassie. Tu mangeras à ma place. » Je monte à la maison pour me reposer un peu. Aujourd'hui, je n'ai pas faim. Ce repas sous l'œil dédaigneux des hommes fut un supplice pour moi. Cassie et Arabe se moquaient de ceux qui ne savaient pas élever leurs enfants. L'allusion était directe. Je rougissais et je pâlissais. Je me disais, pour diminuer ma faute, que mon père n'avait pas faim. Mais je dus me détromper, car en rentrant à la maison, je lui trouvai entre les mains mon petit plat en terre cuite, orné de triangles noirs et rouges. Il achevait de manger mon couscous noir. Ce jour-là, il retourna au travail, le ventre à moitié vide. Mais il grava, une fois pour toutes, dans le cœur de son fils, la mesure de sa tendresse.